Bonsoir à toutes et à tous. Dites-moi, tout le monde est bien présent ce soir? N'hésitez pas à diffuser ce live partout autour de vous. Mehdi me taquine souvent en disant « Alors, tu commences à prendre goût à TikTok ?» En vérité, mon cher Mi, ce n'est pas la plateforme à laquelle je m'habitue. Ce sont surtout vous. Je m'habitue à cette énergie collective. Les discussions animées, les analyses partagées, les questions qui fusent, les réponses qui s'enchaînent, l'interaction permanente. C'est cette dynamique d'échange qui me passionne. Et pour moi, c'est essentiel de s'y adapter. Car notre métier ne consiste pas simplement à parler devant une caméra. Il consiste aussi à dialoguer constamment avec vous. Aujourd'hui, l'actualité est d'une densité incroyable. Elle est complexe, troublante, parfois même inquiétante et profondément bouleversante. Dans un contexte pareil, on ne peut pas continuer à fonctionner avec les mêmes formats d'hier. Il faut inventer autre chose, renouveler nos manières de raconter le monde et transformer la façon dont on produit nos contenus. On ne peut pas rester dans des formats classiques. Nous sommes là, assis sur une chaise, à vous donner des informations et vous les consommez ainsi, vous les digérez. Sans réactivité, ce n'est pas possible. Le monde ne fonctionne plus de cette manière. Est-ce que les gens de YouTube, que j'ai du mal à voir, ne regardent pas sur YouTube? Malab, il y a un petit problème. J'ai l'impression que la situation sur YouTube n'est pas encore opérationnelle à 100%. Le live sur YouTube. Je vois des cœurs qui montent. Merci de partager massivement ce live, s'il vous plaît. Marhaba TikTok. Comment avez-vous passé la journée? Nous sommes le samedi 7 mars 2026 et nous allons passer ensemble vers le 8 mars 2026. Le sujet, c'est tout ce qui se passe autour de l'actualité. Encore une fois, le sujet, c'est vous. Ce sont des questions et des réponses. Vous nous posez vos questions. Vous nous donnez votre avis sur l'actualité nationale algérienne et internationale. Nous échangeons nos points de vue, nous échangeons nos lectures, nous échangeons nos analyses. Et c'est cela vraiment l'objectif de ce live. Encore une fois, ce sont des questions et des réponses. Marhaba. Allez l'équipe, nos amis les abonnés de YouTube commencent à monter. Maximum de partage s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de dormir. Le monde va mal, le monde est troublant, l'actualité est bouillonnante. Je pense qu'il est très important de bien débattre de l'actualité, de bien discuter de l'actualité avant de dormir. Est-ce que le cadre vous plaît? Parce que je suis sensible à l'esthétique. J'essaie d'innover du mieux que je peux. Voilà. Moi, je suis un homme du contenu, pas du contenant. Alors, des questions et des réponses, des débats, des analyses et des explications sur notre travail, sur nos émissions, sur les coulisses du journalisme indépendant que nous essayons de développer. Alors, HM, on me dit, que dites-vous des députés Ames qui ont demandé l'interdiction du drapeau amazigh dans l'espace public? Franchement, les députés algériens, je n'ai rien à dire sur eux. Ce sont des clowns. Alors il y a un député Ames qui, alors que le monde est chamboulé par la guerre, alors que nous sommes à la veille d'une crise économique mondiale, alors que l'Algérie est en train de subir de plein fouet les conséquences d'une conjoncture internationale brûlante, inquiétante et alarmante, alors que le pays, l'Algérie, est paralysé depuis le début du Ramadan avec un immobilisme général, avec une économie en berne, avec un pouvoir d'achat en chute libre, avec une population qui ne cesse de s'appauvrir, les députés algériens, eux, pensent à des projets de loi qui n'ont aucun sens. Interdire le drapeau amazigh. Il y a un député Ames qui veut interdire les sites pornographiques. Il demande aux autorités algériennes de bloquer définitivement les sites pornographiques. Comme si c'était cela la solution au problème de la frustration sexuelle et aux fléaux sociaux. Il n'a pas compris que les gens, au contraire, les députés Ames n'ont pas compris que plus on interdit, plus l'interdit devient séducteur, devient séduisant plutôt, devient attrayant, devient attractif,
devient attirant. Et, au contraire, cela a été testé aux USA dès le début du 20e siècle avec la fameuse prohibition de l'alcool. Plus on interdit un produit ou un service, plus ce produit et ce service attirent, drainent des foules, mobilisent des foules, attirent les intentions, se développent ou nourrissent des addictions. L'interdiction n'a jamais été une solution. C'est l'éducation qui est une solution. Là, je parle en ce qui concerne les sites pornographiques qu'un député Ames veut interdire. Cela n'a aucun sens. En plus, le député Ames a même proposé des peines d'emprisonnement fermes pour les personnes qui aident les Algériens et les Algériennes à accéder à un site pornographique. Donc, je n'ai pas compris. Donc, si demain, par exemple, tu montres un VPN à quelqu'un en Algérie pour lui permettre de se connecter à un site pornographique en toute discrétion, eh bien, tu risques une peine de prison ferme. Et on demande aux fournisseurs d'accès, y compris aux opérateurs de téléphonie mobile, de bloquer les sites pornographiques. Sauf que les sites pornographiques, il y en a des millions et des millions, encore une fois. Et en les bloquant, en les diabolisant, je crois que c'est la meilleure manière de leur rendre service et de pousser encore davantage la jeunesse algérienne à s'intéresser à ces sites-là. Donc cela n'a aucun sens. Les députés algériens proposent des lois et des projets de loi qui n'ont aucun sens. On l'a vu avec la loi sur la déchéance de la nationalité qui est passée la semaine dernière. Une loi débile, incohérente, contraire au droit international. Elle n'obéit pas, elle n'est pas conforme au bon sens. Elle n'est pas, comment dirais-je, elle va mettre l'Algérie en porte-à-faux avec plusieurs conventions internationales. Donc les députés algériens, tellement ils sont médiocres, tellement ils sont dans une optique de servir leur régime au lieu de servir le pays, sont utilisés comme des outils de désinformation et de détournement de l'attention de l'opinion publique. Ce sont des clowns, des amuseurs de galeries. Donc ils essayent de faire des lois qui suscitent le buzz ou qui suscitent des polémiques de façon assez soutenue et en permanence, afin de ne pas parler des véritables problèmes du pays. Comme le Parlement est une chambre d'enregistrement, il n'a pas d'indépendance, il n'a aucune prérogative, eh bien on essaye de créer des polémiques, d'intéresser les masses populaires par des sujets, les sites pornographiques, le drapeau amazigh, la déchéance de nationalité. La polémique, c'est devenu une fabrique de polémiques, une fabrique de lois liberticides pour susciter la polémique, pour effrayer, pour choquer, pour déranger, pour persécuter, pour harceler. Or, ce n'est pas cela le rôle d'un Parlement. Le Parlement est un contre-pouvoir. Il est là pour contrôler. Il est là pour proposer des solutions à l'exécutif. Il est là pour surveiller l'action de l'exécutif. Il est là pour compléter l'action de l'exécutif. Il doit être la passerelle entre la population et un gouvernement. Ce n'est pas le cas malheureusement du Parlement algérien. Le Parlement algérien, on ne le trouve nulle part. Aucune commission d'enquête parlementaire sur le chômage, sur l'inflation, sur la cherté de la vie, sur la mauvaise gestion, sur la faiblesse de la croissance économique, sur la situation désastreuse des entreprises algériennes depuis 4 ou 5 ans qui, elles, subissent des lois insensées qui leur interdisent pratiquement tout, y compris l'acte de commercer, d'importer une matière première pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir créer de la richesse et des emplois. Le Parlement algérien est une catastrophe. Rien à voir. C'est un désastre absolu. Ne tombez pas dans leur piège. Ils veulent juste détourner votre attention. Ils veulent juste amuser. Ils veulent juste parler, aiguiser, exciter vos sens et vos émotions
pour vous empêcher de réfléchir et de vous intéresser aux véritables problèmes de l'actualité. La conjoncture énergétique mondiale est inquiétante. Nous avons eu un ministre qatari qui a prédit qu'un baril de pétrole pourrait atteindre 150 $. Alors il faut savoir qu'en ce moment, tout le monde panique. Tout le monde panique parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette guerre. Les Iraniens, qu'on le veuille ou non, résistent. Ils ont été battus peut-être militairement, mais ils n'ont pas encore été battus politiquement. Et je vous avais prévenu au départ que cette guerre n'est pas une guerre d'un nouveau genre. Ce n'est pas comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas comme la guerre. Elle ne ressemble pas à la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle ne ressemble pas à la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est une guerre qui n'a pas d'enjeux territoriaux. C'est une guerre de leadership. C'est une guerre d'influence. C'est une guerre pour la reconstruction d'un ordre régional nouveau et la reconstruction ou l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Les Américains ont un scénario. Les Américains, dès le départ de leur opération, ont tablé sur une durée de 4 à 5 semaines, qui serait la durée maximale supportable. Pourquoi 4 à 5 semaines? Pour une raison simple. C'est qu'au-delà de cette durée, l'industrie d'armement américano-israélienne, les armées américaines et israéliennes vont commencer à manquer cruellement de munitions. Les batteries antiaériennes israéliennes et américaines ne pourront pas continuer à abattre et à neutraliser tous les missiles balistiques et tous les drones iraniens. Par exemple, les munitions pour frapper, pour bombarder en permanence l'Iran vont commencer à manquer. Donc il y aura déjà, au-delà de 4 ou 5 semaines, un problème au niveau de l'approvisionnement en armes, davantage pour Israël, qui est une armée nettement moyenne et très modeste par rapport à la grande puissance américaine. Les USA seront obligés de mobiliser ou de délocaliser un certain nombre de leurs équipements qui sont installés en Corée du Sud ou qui sont installés dans l'Indo-Pacifique pour les ramener jusqu'au Moyen-Orient et les utiliser contre l'Iran. Les Américains, et l'idéal pour eux, est de régler le problème avec l'Iran dans 4 à 5 semaines. Les Iraniens, eux, ont compris que les Américains sont tenus par des délais. Les Iraniens résistent. Les Iraniens résistent politiquement. Pourquoi résistent-ils politiquement? Ils ne cèdent pas. Ils ont perdu militairement. Ils sont en train de perdre militairement. Ils ont perdu beaucoup de leurs chefs, beaucoup de leurs leaders. Mais, encore une fois, il y a une résistance de la part de l'Iran. Il y a une résistance de la part de l'Iran. Je vois que sur TikTok, Fafa me dit « Tu te rappelles la veille de l'agression américaine, tu prédisais qu'il n'y aurait pas d'attaque ?» Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'attaque. J'ai dit qu'il n'y... Non, attention. Soyez francs quand vous nous écoutez, s'il vous plaît. Soyez honnêtes et écoutez-nous bien. Ne prenez pas un mot et ne le sortez pas de son contexte. J'ai dit qu'il n'y aura pas de guerre. Là, nous sommes dans un conflit. Il n'y aura pas de guerre territoriale. C'est-à-dire que cela ne sera pas comme l'Irak. Les USA ne vont pas envahir l'Iran. Il y aura des attaques ciblées, chirurgicales. Ce qui a été le cas. Pour le moment, nous assistons à une guerre d'attaques chirurgicales. Les Américains, les Israéliens, éliminent l'establishment iranien, détruisent les infrastructures militaires, détruisent des cibles militaires, s'attaquent à des sites militaires, mais tuent beaucoup de civils parce qu'il y a des dégâts collatéraux et, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de guerre sans mort civile. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de guerre sans victimes. Cela n'existe pas. Là, nous sommes dans le cadre d'attaques chirurgicales. Les Iraniens résistent et ils risquent de transformer ce conflit en une guerre. Si cela dépasse les 4 ou 5 semaines,
nous allons assister à un tout autre scénario, où l'Iran va résister de façon déterminée, de façon acharnée. Et les Iraniens ont, un objectif bien précis. Imposer aux USA des négociations. Des négociations qui leur seront favorables ou durant lesquelles les Iraniens ne vont pas être contraints de faire de grandes concessions. Un pays de plutôt 80 millions d'habitants. 1000 ou 2000 ou 3000 morts dans un pays comme l'Iran, cela n'a pas la même signification que 100 ou 200 ou 300 morts dans un pays comme Israël, dont la population est de 9 millions d'habitants. Donc, ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur. Les Iraniens tablent sur une crise politique importante, une crise économique importante mondiale, qui va générer une crise politique aux USA et en Israël. Ils pensent que les opinions publiques israéliennes et américaines vont à un moment donné se retourner contre leurs décideurs et dire « on en a marre de la guerre ». Donc tout dépend de la capacité de l'Iran à résister encore au-delà de 5 semaines. Il n'y a pas d'analyse ou d'information très fiable, indépendante et neutre en ce qui concerne le stock d'armement de l'Iran. Il y a, pour le moment, des informations contradictoires. Les Américains et les Israéliens pensent que les Iraniens ne pourront pas avoir un stock d'armement important qui leur permettra de tirer des missiles et des drones au-delà de 3 ou 4 semaines. D'autres sources, notamment les sources iraniennes, affirment le contraire. Donc, nous sommes dans une grande inconnue. C'est un conflit imprévisible. C'est un conflit imprévisible et qui a d'ailleurs plusieurs tenants et aboutissants, et qui a plusieurs enjeux. Sachant que l'enjeu final pour les USA et Israël, alors ce sont deux enjeux, deux objectifs différents. Israël veut décapiter le régime iranien et l'empêcher d'avoir la bombe nucléaire, et éliminer sa capacité à disposer d'un système de missiles balistiques. Les USA, leur objectif, c'est la Chine. C'est affaiblir la Chine et s'attaquer à tous les alliés potentiels de la Chine qui fournissent à la Chine des matières premières, comme le pétrole et le gaz, et qui peuvent constituer des relais d'une alliance, des relais politiques, des relais idéologiques et même sécuritaires et militaires pour la Chine. Donald Trump est dans une guerre où il veut affaiblir la Chine, où il veut étouffer la Chine, parce que les USA, qu'on le veuille ou non, avec un baril de pétrole à 100$, seront beaucoup moins touchés que la Chine, puisque eux, ils sont autosuffisants en pétrole grâce au pétrole de schiste. Fafa dit « D'accord, mais tu as été surpris un peu par l'ampleur de l'attaque ?» Oui, j'étais surpris par l'ampleur. J'étais surpris par l'ampleur parce que je ne pensais pas que les Iraniens étaient capables d'attaquer les pays du Golfe. J'étais plus surpris par la réaction iranienne que par la réaction israélienne et américaine. La réaction iranienne, à mon avis, est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus machiavélique, puisque les Iraniens ont créé une panique mondiale en s'attaquant aux pays du Golfe, en s'attaquant au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït. Ils ont créé une crise économique. Le Koweït a annoncé une réduction drastique de sa production de pétrole. L'Irak a fait la même chose. Le Qatar a suspendu sa production de GNL. Donc, c'était un coup de génie pour l'Iran. C'est un coup de génie. Les Iraniens ont bien compris dès le départ qu'ils ne pouvaient pas battre militairement Israël et les USA. Leur seule chance était donc de semer le chaos dans le monde, pour retourner les opinions publiques internationales contre les décideurs de la communauté internationale et pour discréditer l'Iran, et pour discréditer Israël et les USA, et pour s'attribuer le rôle de la victime, même si l'Iran, du point de vue tactique et militaire, est le pays qui agresse les pays du Golfe, alors que ce ne sont pas les pays du Golfe qui ont attaqué l'Iran et son intégrité territoriale. Mais les Iraniens, en impliquant les pays du Golfe dans cette guerre, ont réussi un coup de maître. Ils ont provoqué une crise économique. Plus la crise économique, si elle dure dans le temps,
si elle s'aggrave et si elle se renforce, sera en faveur de l'Iran. Parce que les Iraniens ont déjà la capacité de résilience. Ils savent ce que c'est que vivre sous embargo, avec les privations, avec les pénuries, avec l'inflation à 2 chiffres. Les Iraniens le savent. Ils sont habitués à cette vérité amère, à cette misère amère. Sauf que les Israéliens, les Américains, les Occidentaux sont pas habitués à vivre avec beaucoup d'inflation, beaucoup de pénuries, des perturbations. Les Occidentaux qui vivaient dans les pays du Golfe sont obligés de quitter leur poste de travail. Les entreprises européennes et occidentales qui ont investi massivement dans les pays du Golfe ne peuvent pas continuer leur activité. Elles perdent beaucoup d'argent. Donc, les Iraniens ont bousculé l'Occident, les USA et Israël, de façon intelligente et pratiquement gratuitement, c'est-à-dire avec quelques missiles et quelques drones. Il faut savoir que les drones iraniens ne coûtent que 35 000 $. Sauf que, pour les abattre et les neutraliser, cela coûte aux Américains et aux Israéliens 4 millions de dollars. Donc les pertes financières et les pertes militaires sont importantes pour l'Iran, mais les pertes financières sont beaucoup plus importantes pour Israël et les USA.